Allora, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di un nuovo ciclo di seminari dei poeti critici che ormai è al suo terzo anno e riprendiamo con i soliti appuntamenti ma con qualche novità interna al seminario, ovvero avremo 3 appuntamenti che riprendono un po' le modalità che abbiamo seguito negli scorsi 2 anni, che però abbiamo chiamato come sottocategoria scritture, e avremo quest'anno con noi Paolo Maccari il 19 gennaio, Riccardo Frolloni il 6 febbraio e concluderemo con Laura Pugno il 22 maggio. E poi invece una nuova sezione chiamata Espace, quindi spazi, di cui fa parte anche l'incontro di oggi, in cui presenteremo la nuova raccolta di poesie Dietro l'assente, uscito per Ensemble nel 2022 di Flaviano Pisanelli. Avremo poi un secondo appuntamento di questo stesso genere il 5 giugno con Stefano Bottero e Sasha Piersanti, che ci parleranno invece della loro esperienza, del loro lavoro critico dell'Associazione Culturale Zeugma, la Casa della Poesia di Roma. Bene, allora veniamo all'incontro di oggi. Come dicevo, presentiamo la raccolta di Flaviano Pisanelli, Dietro l'assente. Flaviano Pisanelli, che introduco, professore ordinario di lingua e letteratura italiana all'Università Paul Valéry di Montpellier, è anche poeta e traduttore, specialista di Pierpaolo Pasolini, ha pubblicato numerosi studi critici sull'opera letteraria, critica e cinematografica dell'autore, e si occupa anche dell'opera di scrittori e poeti italiani del XX e XXI secolo, come Ungaretti, Montale Quasimodo, ma anche Alda Merini, Mario Scalesi e così via. Ha pubblicato inoltre altre raccolte di poesia precedenti a questa, per esempio cito Appeso d'aria, pubblicato per Gazebo nel 2000, e Perle Argilla, sempre per Gazebo nel 2006, Erranza e dintorni nel 2013, pubblicato anche in francese, e nel 2014 vincitore del Premio Letterario Nazionale di Calabria e Basilicata. Oggi abbiamo con noi a presentare e a parlare di questo libro anche Yannick Bouchin, in qualità oggi di traduttore e prefatore del libro, e Laura Toppan, che invece ha scritto la postfazione del libro di Flaviano Pisanelli. Lascio quindi subito la parola a Yannick Bouchin, così iniziamo a entrare nella raccolta e a parlare del libro. Grazie. Merci Sarah. Alors nous allons utiliser les deux langues puisque c'est un séminaire franco-italien. Je commence d'abord par remercier toutes les personnes qui se sont connectées, dont je vois et reconnais certaines personnes amies à l'écran. Donc bienvenue à tous pour cette présentation. Alors, donc notre séminaire s'inscrit dans les activités du Centre Aixois d'études romanes, Aix-Marseille Université, dans un projet plus général qui s'intitule Mémoire. Et ici, nous sommes dans le programme sur la mémoire intellectuelle, dans lequel nous travaillons sur la production poétique italienne aujourd'hui et sur tout ce qui concerne donc le rapport entre mémoire intellectuelle, critique et production de la poésie. Donc, je suis très heureux d'impliquer des chercheurs et des doctorants dans ce travail, mais aussi d'accueillir comme invités des auteurs. Donc, la liste des auteurs que nous inviterons durant cette année 2022-2023 est
est très intéressante et très stimulante. Et donc, on commence en beauté avec Flaviano Pisanelli, qui aujourd'hui n'est pas ici comme collègue, mais ici comme auteur invité. Vous avez compris que Flaviano a déjà plusieurs recueils de poèmes derrière lui. Nous allons aujourd'hui parler de son recueil Dietro la Sente, qui correspond à une bonne dizaine d'années entre 2010 et 2020, grosso modo. Nous aurons l'occasion de parler de certains thèmes présentés dans son œuvre, de son écriture, et donc sous forme de dialogue et d'entretien entre l'auteur, moi-même et Laura Topan qui a écrit la postface, nous essaierons de vous donner envie de connaître mieux cette écriture et de lire les poèmes de Flaviane. Alors pour débuter, nous avons choisi de nous intéresser à l'aspect le plus visible pour celui qui rentre physiquement dans le recueil, qui est l'aspect des langues, non pas de la langue, mais des langues. En effet, la particularité de ce recueil, Dietro la Sente, est qu'il reflète l'expérience existentielle et linguistique de Flaviano Pisanelli entre l'Italie et la France, entre des espaces en Italie et des espaces en France. Et on peut dire qu'il s'agit d'une écriture entre les langues. Et quand je dis entre les langues, ce n'est pas uniquement de l'italien vers le français ou du français vers l'italien, mais sous forme d'une fusion, d'une communion véritable, puisqu'à l'intérieur même des poèmes originaux, il y a l'utilisation des deux langues. Et c'est l'une des parties les plus intéressantes du recueil pour les lecteurs, mais aussi pour le traducteur que j'ai été au moment de travailler sur ce recueil, puisque en fonction du temps de l'écriture, du temps du souvenir, de la mémoire linguistique de Flaviano Pisanelli, il y a certains poèmes où l'on commence en italien et on continue en français, ou vice-versa. Donc, cet entremêlement, cette communion, ce partage entre les deux langues, me semble aller de pair à ce qu'on appelle dans les études poéticiennes le jaillissement de la parole tout court. Et ce jaillissement de la parole donne lieu ici à ce que l'auteur va définir dans un texte qu'on lira tout à l'heure, je cite, une frontière mosaïque. Cette frontière mosaïque comprend deux éléments indispensables pour comprendre la poésie de Flaviano Pisanelli, c'est-à-dire la frontière entre les langues et la mosaïque des langues autour du français et de l'italien et des espaces liés à ces deux pratiques qui parcourent son écriture. Dans la préface que j'ai eu le plaisir de rédiger, j'utilise une métaphore aquatique et maritime en disant que lorsque Flaviano Pisanelli écrit et produit un texte, on peut penser géographiquement à une presqu'île qui avance dans la mer. Et la particularité d'une presqu'île est qu'elle est entourée par deux espaces maritimes différents. Et dans le cas de l'écriture de Flaviano Pisanelli, on peut parler donc de l'espace français et de l'espace italien qui englobe, qui baigne cette écriture de part et d'autre, sans jamais prendre le dessus l'une sur l'autre. Et donc pour donner lieu à ce que Antonio Prete, grand poète et grand poéticien et grand traducteur, avait nommé autrefois dans un ouvrage l'hospitalité entre les langues. Alors mon travail de traducteur pour ce recueil Dietro la Sente n'a pas consisté seulement à être un miroir des mots de Flaviano Pisanelli, mais il fallait que ce soit un miroir à double détente, si je puis dire, si je peux utiliser cette image, parce qu'il fallait rendre l'italien en français, mais il fallait aussi rendre le français de Flaviano dans un italien qui allait devenir complémentaire. C'est la raison pour laquelle, je dirais, une petite moitié des textes de Dietro la Sente ont cette richesse, ce double langage, et la traduction en est le reflet, j'espère, le plus fidèle possible. Alors, donc, avant de passer la parole à Flaviano, la question sur laquelle je voudrais qu'il intervienne pour nous inviter ce soir est la suivante. Flaviano, comment pratiques-tu
cette écriture entre deux langues, entre deux espaces linguistiques? À quel moment sens-tu que l'une correspond à un besoin et que l'autre se met en retrait? Et est-ce une pratique qu'on retrouve dans tes autres recueils? Est-ce une pratique que tu continueras par la suite et qui te serait donc consubstantielle? Alors tout d'abord, avant de répondre à la question, permettez-moi de vous remercier d'avoir organisé cette rencontre. Donc, Sara, Andrea et ce livre, ce recueil poétique que je considère comme un livre choral, puisqu'il y a aussi la voix et l'écriture de Yannick et de Laura. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité d'avoir organisé cette rencontre. Et je souligne que le livre, il vient vraiment d'être imprimé. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis encore en train d'attendre l'arrivée des cartons. Donc, c'est vraiment une avant-première. Aujourd'hui, c'est la première fois que je présente et que je parle de ce recueil. Et donc, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est dans ce cadre-là. Donc, oui, pour revenir donc à la question, oui, c'est une question très complexe pour moi. Bon, pour moi, ce n'est pas facile de répondre pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, je ne choisis jamais les langues d'écriture. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose, un dispositif qui se déclenche au moment où j'écris. Donc, c'est jamais pensé. Le bilinguisme n'est pas une stratégie dans mon cas, mais c'est vraiment je suis le rythme, je suis le sens et je me sers peut-être entre guillemets de ces deux langues pour créer des effets que sur le coup, je n'arrive pas vraiment à m'expliquer, mais bon, après, quand je travaille dans un deuxième temps, parce que bon, comme vous pouvez l'imaginer, je pense que chaque poète, chacun qui pratique l'écriture poétique travaille énormément après sur les textes. Moi, c'est mon cas dans tous les cas. Alors là, j'essaie de réfléchir pourquoi j'ai utilisé cette langue, pourquoi j'ai utilisé cette autre langue, et pourquoi dans certains poèmes, les deux langues s'imposent, en fait, ensemble. Tu as parlé d'entremêlement entre les deux langues, oui et non. C'est-à-dire que, oui, sûrement, elle cherche, elle se propose comme une seule langue parfois. D'autres fois, en fait, je me suis rendu compte que dans un certain nombre de textes, elle crée une opposition. Et peut-être dans la lecture de certains poèmes qu'on fera tout à l'heure, ça sera peut-être évident pour le lecteur. C'est-à-dire que oui, des fois, oui, l'hospitalité, comme tu disais, c'est très juste ce mot, je pense, parce que les deux langues se font hautes dans les deux sens, dans le sens de celui qui accueille et de celui qui est accueilli. En fait, il n'y en a pas une qui accueille l'autre. Dans ce sens, c'est vrai quand tu parles de communion. J'ai jamais utilisé les deux langues. Disons que l'emploi des deux langues se fait depuis le troisième recueil. Les deux premiers recueils sont totalement en italien. Appeso d'aria et Per l'Argilla. Voilà, ça c'est Appeso d'aria et Per l'Argilla, c'est le deuxième recueil. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à écrire en français lorsque j'ai commencé, non pas quand je suis arrivé vivre en France. Moi, je suis arrivé en France en 98, mais j'ai commencé à sentir l'exigence, ou alors la langue française s'est imposée comme langue poétique à partir du moment où j'ai commencé à rêver en français la nuit. C'est-à-dire que je pense que parler une langue,
c'est pas la même chose. On peut parler une langue étrangère, mais pour l'écriture poétique, pour l'écriture créative, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire, on l'utilise quand vraiment une langue devient représentative d'un imaginaire. Et quand les imaginaires commencent à se parler, et quand les cultures qui s'expriment dans les deux langues commencent à avoir un rôle important dans l'observation de la réalité, dans les réponses qu'on peut apporter à la réalité. Donc, effectivement, j'ai commencé à écrire dans les deux langues en 2000, dans le recueil Erranze e dintorni, Erranze et alentour, qui a été publié chez Oxybia, donc en France, en 2013, mais qui comprend des textes poétiques rédigés entre 1998 et 2009. Donc, bon, comme vous pouvez bien le voir, même pour Dietro la Sette, c'est un peu la même chose. Moi, je publie toujours avec une décennie de retard par rapport au temps de la rédaction, parce que je dois sentir vraiment l'urgence et le besoin de publier. Je ne publie pas beaucoup de recueils. Il faut attendre entre 6 et 9 ans pour avoir en général un nouveau recueil. Donc, voilà, moi je pense, l'image que tu as utilisée l'explique très bien, moi je pense, ce fonctionnement entre les deux langues. Quand tu as parlé de mon écriture poétique comme une sorte de presqu'île entourée de deux mers différentes, c'est vrai. Là, maintenant, c'est comme ça. Je me rends de plus en plus compte de ça et je vous avoue que ça pose un problème pour les éditeurs. Parce qu'à chaque fois que je présente ce recueil poétique, mes recueils poétiques, depuis Erranze et alentour, ils ne comprennent pas. Et je les comprends, hein, je comprends qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en ayant un certain nombre de poèmes uniquement rédigés en italien, ou un certain nombre de poèmes uniquement rédigés en français, ou d'autres qui connaissent la coprésence des deux langues, ça désoriente, parce que finalement, on ne sait plus lequel c'est l'original. Et donc, la question qu'on me pose souvent, c'est mais quel est le texte original, quel est le texte en traduction? Effectivement, quand on utilise les langues de cette manière, on remet même en question la notion d'original d'un texte poétique. Parce que, effectivement, on peut même se poser la question s'il est vraiment nécessaire, surtout dans les textes qui sont écrits dans les deux langues, doivent être traduits. Parce que si certaines parties ont été écrites en italien et d'autres parties en français, il y aura sûrement une raison. Moi, je l'ai en tout cas, hein, la raison dans chacun des textes, mais après, je laisse les lecteurs et la critique lire parce que peut-être ils vont expliciter des choses que pour moi ne sont pas évidentes. Hein, parce que quand on écrit, alors moi, je fais le double, bon, je fais le métier de critique littéraire, donc je suis dans cette double casquette, donc parfois je m'auto-analyse moi-même, mais des fois, j'essaye de l'éviter et j'essaye ces deux sphères, je laisse l'indépendance, disons, à chacune de ces deux sphères, c'est-à-dire au critique et à celui qui pratique l'écriture poétique. Mais parfois, il m'est difficile. Donc, en revanche, je ne me traduis pas. Donc, ça aussi, c'est peut-être un sujet intéressant à expliciter. Je traduis les autres, mais je ne me traduis pas moi-même, dans le sens que j'ai essayé, parce que je n'ai pas des a priori, j'ai essayé, mais lorsque je m'auto-traduis, j'ai l'impression de me réécrire complètement, parce qu'en étant l'auteur, je m'accorde des libertés qu'un traducteur ne peut pas toujours se prendre. Voilà. Donc, je préfère toujours confier mes textes à quelqu'un d'autre
mais ce quelqu'un d'autre n'est jamais quelqu'un au hasard, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît mon écriture. Par exemple, les recueils précédents, et là je veux le dire parce qu'il me semble important, c'était Pascal Gabellone qui me traduisait. Moi-même, j'étais son traducteur aussi, c'est-à-dire on se donnait la voix dans l'autre langue, non pas parce qu'on aurait pu le traduire tout seul, mais voilà, on a pris cette habitude et puis maintenant, c'est toi, Yannick, et ça a été avec grand plaisir pour moi ce travail de traduction qu'on a fait ensemble, parce que parfois, la traduction dans l'autre langue me permet aussi de changer le texte original. Alors, ça peut vous sembler bizarre comme pratique, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour les Rancés alentours, ça m'est arrivé pour Dietro l'assente, derrière l'absent. C'est-à-dire que dans la traduction, parfois, ça me semble plus juste que ce que j'ai écrit dans le texte original, ou en français ou en italien, parce que finalement, sur la partie gauche du livre, du recueil, vous pouvez avoir un texte en italien ou un texte en français ou un texte dans les deux langues. Donc, d'ailleurs, c'est le seul facteur qui puisse nous faire comprendre où se trouve l'original. C'est dans la position du bouquin, dans le bouquin, dans le livre. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est original, tout ce qui est à droite, c'est la traduction. Et je voulais nommer Pascal Gabellone parce que j'ai mis en exergue une dédicace, donc ce recueil Dietro l'assente, derrière l'absent, lui est consacré parce qu'il a disparu il y a quelque temps. Et pour moi, c'était un peu un hommage parce que sa voix, même si je ne l'entends plus physiquement, je l'entends très fort, de manière très forte lorsque j'écris, et il fait partie de ma mémoire poétique. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, il était lui-même un poète. Et puis, peut-être la dernière chose, après, s'il y aura des questions, je suis à disposition pour animer après à la fin le débat, la partie finale de la rencontre. Les deux langues, je me rends compte que peut-être sont là parce que sont une nécessité pour moi de dire, de redire, de citer et de reciter. Et dire, redire, citer et reciter est une nécessité puisque ces deux langues, pour moi, représentent presque un interstice. Quelqu'un parle d'entre-deux. Être entre deux langues, il est vrai pour les poètes italophones liés au phénomène migratoire qu'avec Laura, on étudie depuis une quinzaine d'années ensemble, qui m'ont aidé aussi, l'étude critique de ces poètes m'a aidé énormément à comprendre aussi mon bilinguisme, parce que moi aussi, j'ai migré quelque part. Et j'ai adopté une langue que je connaissais très, très mal au départ, que je n'avais jamais étudié à l'école. Et donc, ça a été pour moi un apprentissage un peu atypique, parce que j'ai appris sur place en vivant en France. Et puis, je pense que cet interstice qui est représenté par le bilinguisme, c'est presque une figure topologique, comme disait dans l'introduction de l'autre recueil Pascal Gabellone. Il disait que l'emploi de mes deux langues était une sorte de figura topologica fondamentale di un paesaggio con figure. Il écrivait ça. Et je pense que c'est vrai aussi, cette image qu'il avait formulée de manière synthétique et claire, puisque à travers ces deux langues, en fait, les figures se rendent présentes et absentes dans mon paysage poétique et m'aident énormément des fois même à cacher certaines choses et à créer une forme de dialogisme
dans les textes poétiques. Les deux langues m'aident aussi à créer une altérité. Et dans cette altérité, je peux dire la vérité ou la cacher. Je peux m'en approcher ou m'en éloigner. Et ces deux langues me rendent extrêmement libre dans la création poétique. C'est pour ça que je ne parlais pas de stratégie. Voilà, c'est une forme supplémentaire de liberté poétique. Voilà. Merci Flaviane. On va procéder maintenant à la lecture de 2 extraits. J'en lirai un et Flaviano lira le suivant. Nous sommes dans la première section du recueil qui s'intitule Prima del naufragio, avant le naufrage, et c'est un poème donc dans les 2 langues intitulé Incompiuto, inachevé. La presenza è vento, una pioggia viola che corrode e gratta la memoria. Questo corpo è una frontiera aperta, un terreno lasciato a riposo, ove crescono lente le spighe. Una frontiera mosaico sempre incompleta. Questo corpo pesa e allieta, paziente come un coriandolo, umido si posa, come un peccato, nel riflesso fermo di una memoria scalza, in punta di piedi, come la follia. Una frontiera mosaico sempre incompleta. Ce corps est le dernier front de résistance, où toute folie se miroite dans la nuit, una trincea ove bene e male bevono alla stessa luce. Questo corpo è brezza che pettina un mare d'erba, un filo che lega le 2 rive, una croce su spalle di bambino, una frontiera mosaico sempre incompleta. Ce corps est un chemin étroit, une pente inattendue, une naissance lente, ressurgissant d'un point humide du monde. Il mio corpo è in quel tuo viso, respirato stamattina, macchiato d'una vita non tua. Ton corps est une frontière ouverte, un terrain sans repos, où la beauté n'est qu'un grain immortel, una frontiera mosaico sempre incompleta. Dans ton corps je vis mon enfance, la mia pronuncia materna, la cifra mai detta, sola, esselée. L'assenza è vento che permane, un sole nella pioggia viola, un fil di ferro che s'annoda. Ma frontière mosaïque ouverte, inachevée. Montpellier-Perpignan, 2010. E adesso leggi Flaviano. Je vais vous lire un poème, toujours sur cet emploi des 2 langues, qui s'intitule In fine, in-fine, qui se trouve dans la 4e section du recueil, qui s'intitule Il dopo del dolore, l'après de la douleur. In fine. In ginocchio, sulla pietra parola, non si recitano litanie. In questo giorno di maggio non è sull'isola che torno. I nodi seccati al sole trattengono morte le sillabe. Piazze e strade restano stretti vortici e memoria. In questo giorno di maggio non è sull'isola che torno, né su quel molo affollato di domeniche assolate. Qui non serve pregare con parole tarlo. Il passaggio resta cieco nei dintorni dell'erranza. La notte è troppo notte davanti al portone, chiuso alloggi
come una frontiera vuota. Et si j'essayais de dire en d'autres langues, et si je montrais le dos à cette lave, immobile, fossile, febrile, l'île. In questo giorno di maggio non è sull'isola che torno. Et si je lâchais mon corps larve, et si je m'agenouillais enfin davanti a queste macerie ultime per non ripetermi, et si je m'envolais en crachant la faim, et si je pouvais redire sans me réciter, giorni e giorni insonni di realtà, troppi per essere luce. Et si je pouvais nommer enfin la répétition, posarmi come polvere su questo mare, ascoltare senza i rumori del cuore. En ce jour de mai, il me semblerait enfin de ne pas revenir sur cette île, ma di tornare su una parola isola, ove preghiere e confini sono accolti insieme dalla stessa rosa. Catania, Villeneuve-les-Maguelones, 2014. Merci Flaviano. On enchaîne avec Laura Topan qui va aborder un autre aspect de l'œuvre. Alors, donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde et donc, voilà, bonsoir aux doctorants qui se sont connectés, bonsoir aux collègues, certains collègues en fait que je connais et merci à Yannick pour l'organisation, Andrea Bongiorno et Sara Vergari pour l'organisation de ce séminaire et bien évidemment, merci à Flaviano Pisanelli et pour, pour comment dire, la lecture de ces poèmes. Alors, dans cette deuxième volet, je vais vous parler un peu en fait, du style, la cifra stilistica, comme on dirait en italien, de la poésie de Flaviano, et je ferai aussi quelques incursions, donc quelques liens avec le recueil précédent, Erranze dintorni. Donc, 9 ans après la publication du recueil Erranze dintorni, Errance alentour 2013, les laps de temps plus ou moins nécessaires à Flaviano Pisanelli pour la maturation et l'élaboration d'une œuvre nouvelle, nous nous trouvons face à un livre dont les titres relèvent presque de l'oxymore, Dietro l'assente, derrière l'absent. Il s'agit d'un recueil qui suit les traces de l'œuvre précédente au point de créer un rythme comme circulaire et des allers-retours permettant ici des approfondissements majeurs. Les poèmes de Derrière l'absent, il nous semble aller vers un centre de plus en plus insaisissable et glissant, à la recherche d'un ancrage et d'un équilibre qui se révèle toutefois précaire et difficile à atteindre. Revient dans ce recueil la mer, qui était aussi en particulier la Méditerranée, qui était aussi dans les recueils précédents, mais dans Derrière l'absent, il y a des incursions dans des espaces immenses qui vont de l'est à l'ouest, de Goa, dans l'océan Indien, à Ushuaia, la ville la plus australe du monde, au point de confluence entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Dans cet horizon plus ample, il y a aussi la vague qui revient. Il y a la nuit, la lune, et puis l'aube et l'aurore mêlées. Viennent le souffle aussi et la nostalgie et la mémoire. Une mémoire qui retrace les étapes du parcours du poète, comme dans les stations d'un chemin que nous avons appelé un chemin de croix. De la ville éternelle, Rome, point de départ, à Urbino, l'humanisme du Montefeltro, la ville des études universitaires et de la liberté, forteresse silencieuse d'où les poètes observent le monde, avant de se déplacer vers les grands suds insulaires, en Sicile, à Catane, ville de ses premières études doctorales et de l'espoir cruel de la jeunesse. Je cite un vers d'un poème. Car de ces paysages tant aimés
le poète franchira la frontière pour arriver à Nice, ville d'une nouvelle enfance et d'une longue nouvelle. La France devient les lieux de ses deuxièmes études doctorales, des nouvelles amitiés, d'une nouvelle façon de vivre ses émotions et les lieux de nouvelles passions. La poésie de Flaviano Pisanelli est une expérience des lieux, selon une ligne précise mais brisée, reliant les dates et les toponymes, une sorte d'itinéraire biographique, sensible, mais parfois énigmatique. Les toponymes signalés en bas des poèmes, ces lieux d'écriture sont les reflets d'un espace géographique à l'intérieur duquel ces vers se déplacent. Aux lieux sont associées les dates qui représentent, comme l'a bien, je partage en fait cette belle expression de Pascal Gabellon, les lieux et les dates représentent comme des pierres de mémoire qui tendent à faire de cette poésie les témoignages d'une condition de déracinement d'un sans date, d'un sans monde, qui est l'autre visage de la multiplication des lieux. Pour ce qui concerne les temps, c'est une poésie qui va de l'instantané, presque hors du temps, jusqu'à l'élaboration d'un souffle plus ample. Et une caractéristique de la poésie de Flaviano sont les mots de partage ou les mots partage. Alors, normalement, on parle de mots valises, mais Yannick Gouchon, dans son introduction et pendant en fait la traduction, a trouvé cette définition qui est très belle de mots de partage ou mots partage, pas de mots valises. C'est-à-dire, il y a une présence presque obsédante des mots partage, non pas seulement derrière l'absent, mais aussi dans le recueil précédent, Errance et alentour. Et ce sont, selon la définition de Yannick Gouchon, comme un bloc de pierres sculptées des deux entités antagonistes aux voisines, capables de définir un état du sujet poétique face au langage. Donc, exemple, cuore trincea, ricordo alga, corpo maceria, dolore puntello. Et vraiment, les exemples sont vraiment assez, comment dire, le vocabulaire de ces mots de partage est très vraiment ample. Les mots associés, donc les deux mots sont liés par un petit trait. Les mots associés forment un couple sémantique neuf, dit Yannick Gouchon dans son introduction, catalyseur d'une nouvelle énergie. Le tiret entre les deux mots brûle à toute distance et déclenche une tension ardente. Une autre caractéristique de la poésie de Flaviano Pisanelli est l'utilisation de la ponctuation. En effet, il y a, mis à part quelques points, en fait, qui ferment les discours et quelques deux points qui ouvrent les discours, il y a pratiquement une absence de ponctuation. Je voudrais aussi souligner que parfois, il y a un point et qui termine, en fait, une strophe qui se termine par un point et la strophe suivante commence avec un mot en minuscule, ou parfois il n'y a pas de point et la strophe suivante commence par un mot en majuscule. Donc, entre ces deux strophes et entre cette utilisation du de la lettre minuscule ou majuscule, il y a cet espace blanc très important qui, à travers cette utilisation, il me paraît ou il nous semble que le poète donne une signification particulière, ajoute comme du sens à l'espace blanc. Il y a aussi le recours à l'anagramme et aux acronymes. Et par exemple, il y a orme, ramo, remo, et aussi l'accumulation.
Et l'accumulation, c'est une figure rhétorique que Flaviano Pisanelli aime en fait particulièrement. Accumulation de verbes, des substantifs, des adjectifs, comme si, comme pour créer comme une sorte d'ancrage et en même temps peut-être d'un trop-plein. Peut-être après, il pourra nous dire quelques mots sur ça. Et pour terminer cette partie, il y a une figure rhétorique que le poète Flaviano Pisanelli aime beaucoup, est l'anaphore. L'anaphore, mais que nous entendons dans un sens plutôt médiéval, il nous semble au moins, c'est-à-dire l'anaphore qui crée, comme dans les poèmes en fait, de la poésie du Moyen-Âge, une sorte de rythme presque de litanie, donc un rythme particulier, presque de prière, des prières. Je fais juste un exemple. Dans les poèmes senza rima, dans une sorte de climax vers un espace prêt à tout accueillir, à se faire envahir, submerger, jusqu'à s'oublier, à oublier le monde. Je cite quelques vers. Ancora un corpo, ancora uno, ancora un amplesso, ancora uno, ancora un affanno, ancora uno, ancora una solitudine, ancora una, e una rima che non torna, ancora una. Le recours à l'anaphore accélère les rythmes avant la chute finale. Le seul salut possible est constitué par la parole poétique qui, toutefois, n'a la prétention ni de consoler ni d'apaiser, mais peut-être seulement de contenir la douleur. Alors, la question que je veux poser à Flaviano Pisanelli, à Flaviano, comment, en fait, dans les caractéristiques de ton style, et pourquoi cette utilisation du minuscule et du majuscule, donc avec une presque absence de ponctuation. Comment en fait, si tu veux ajouter quelques mots sur ça? Merci Laura pour cette lecture très intéressante qui est nouvelle même à mes yeux, voilà. Et dans le sens que j'aime bien écouter ce qu'un critique ou un lecteur relève de cette écriture. Alors, pour ce qui est des mots composés ou mots valises ou mots de partage, je sais. Alors, j'ai du mal à expliquer, même à moi-même, hein, leur fonction, mais quand même, je peux dire quelque chose parce que là aussi, si parfois je me mets à penser et je vais rechercher un mot, surtout quand je fais le labourline final, disons comme ça, rarement il m'arrive pour les mots valises. C'est-à-dire que les mots valises, elles sortent vraiment comme telles et je ne les change jamais. Rarement j'interviens sur les mots valises, mots de partage ou mots partage. Alors, je pense que c'est alors, j'utilise pas du tout c'est quelque chose que dans la tradition poétique italienne, et pas seulement italienne, a été déjà utilisé. Je pense même à l'écriture futuriste. Je pense aussi à certains auteurs de l'hermétisme. Alors, moi, je pense que c'est une forme de synthèse. En fait, le mot partage, c'est justement pour amplifier un sens ou amplifier le sens que je veux donner à un mot qui est souvent, qui cache souvent une pensée, voilà, sur quelque chose. Alors, peut-être le mot valise, le mot partage, oui, c'est vrai que ces deux mots se partagent le sens parce que finalement, chaque mot du mot composé, ensemble, les deux ont un autre sens parce que la proximité de l'autre
influence et donc il crée un nouveau sens qui est peut-être celui que je veux donner, ou alors un mot partage, outre à partager, outre à se partager chacun des deux mots leur sens et donc pour en créer un autre, ça peut être aussi la contraction du métaphore. Ça peut être la contraction, dire en deux mots ce que j'aurais pu dire en un vers ou deux. Et c'est aussi laisser une marge de liberté, non seulement à moi, mais au lecteur aussi. Le mot partage, c'est justement partager le texte aussi avec l'autre. Dans le sens où derrière un mot valise, il y a tellement de monde que chacun peut le partager comme il le sent. Donc, il y a plusieurs aspects, en fait, de ce mot. J'en ai évoqué quelques-uns, hein, mais Oui. je pourrais continuer, mais bon, ce n'est pas le cas. Synthétiquement, pour ce qui est de l'accumulation de l'anaphore, oui, ça fait partie du début de mon parcours poétique, de Apesodaria jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'accumulation et l'anaphore ont une fonction assez qui se ressemble un peu. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt rentrer dans une affabulation. C'est répéter pour ne pas dire la même chose. C'est me rapprocher de l'oralité, puisque pour moi, c'est très important cet aspect lié à la poésie. Et puis, ce que tu as relevé très bien, c'est aussi dans l'anaphore et dans l'accumulation, dans ce plus de sens, que je recrée un rythme de litanie qui me permet d'accéder au territoire du sacré. Non pas du religieux, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais dans le territoire du sacré, dans le sens pasolinien du terme, c'est-à-dire de l'espace de la différence. Accéder à un alter ou à un alius, un alius, un alter, un altro tra due, un altro tra molti, et essayer de comprendre cette diversité. Voilà. À travers cette litanie, et j'ai souvent, mais ça vient de mon enfance, c'est le chapelet. Moi, je récitais le chapelet tous les jours avec ma grand-mère quand j'étais enfant, en latin. Et parce qu'elle le récitait en latin. Elle ne le connaissait pas en italien. Et quand j'écris, alors peut-être que je vais vous faire un peu sourire, mais à chaque fois que j'écris, je pense à ces voix qui s'entremêlent. Et je ne comprenais rien à ce que je disais, parce que le latin, quand j'avais 6 ans, vous pouvez bien l'imaginer, je n'en avais aucune connaissance. Mais ça m'a toujours fait rêver, justement parce que je ne connaissais pas le sens des mots en latin. Et j'ai cette voix qui, à force de créer cette fabula, cette affabulazione, me permettait de sonder des mondes auxquels autrement je ne pouvais pas accéder. Et donc, pour moi, c'est un peu ça. L'anagramme et l'acronyme, ça revient, dans le recueil, il y a même un texte qui compose un acronyme, en fait, qui compose le verbe cela, la troisième personne du verbe celare, voilà, qui a à voir avec le titre, mais tous les textes ont à voir avec le titre dietro l'assente, derrière l'absent. Et après l'avoir choisi, j'ai pensé à Zanzotto, dietro il paesaggio. Et j'ai pensé après, et ça m'a fait plaisir. Déjà parce que Zanzotto, j'aime beaucoup son écriture, et puis parce que... C'est son premier accueil en plus. Voilà, exactement, oui. C'est le mon préféré d'ailleurs. Mais bon.
et donc, voilà, ça me permet... Alors, pour la ponctuation, c'est vrai, moi, ça, c'est encore un trait stylistique qui me concerne, mais qui concerne beaucoup d'auteurs de poésie contemporaine. Hein. Je suis très avare en ponctuation parce que, justement, pour moi, la ponctuation en poésie ne sert pas pour créer des pauses ou pour donner un rythme, parce que dans l'écriture poétique, le rythme, il est ailleurs. Mais une virgule, pour moi, c'est une île. Je l'utilise beaucoup pour isoler. Les deux points pour passer, pour transitare, un peu à la Montale, un peu pour révéler en cachant et cacher en révélant. Et les points, pour moi, les points, bon, pour moi, le point n'existe pas en poésie, dans le sens que c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout le temps, parce que le point, ça conclut quelque chose. Dans l'écriture poétique, on ne conclut jamais, et même quand il y a le dernier vers, ça annonce le vers du poème suivant. Donc, moi, je vois un recueil poétique d'ailleurs comme un seul poème, souvent, et juste pour des raisons de convention, voilà, c'est le livre, il faut faire un livre, donc on fait un livre. Mais donc, oui, c'est vrai que la ponctuation, pour moi, a un autre sens, un autre rôle, une autre fonction, voilà, qui est très personnelle. Je ne veux pas en rajouter plus parce que, bon, après, chacun peut y lire un peu, peu importe ce que je pense finalement sur ce point. Et donc, voilà. Et merci pour ta lecture. Merci beaucoup. Donc, je vais lire un poème, Osso Luna, donc un mot partage, les titres un mot partage, de la première section avant le naufrage, en italien. L'aria si scuce lenta, un filo dietro l'altro strappa contro occhi banali di luna. Il mio sguardo di pioggia trattiene terra sottile e polvere obliqua su cui non è possibile cadere, né parlare. Andare sulla linea verticale e annusare l'attrito cenere, il sentore acre della frenata sul mio corpo nascosto, che attende, tende, contende, un brandello dopo l'altro, alla pioggia rifugio, l'accordo discordante ove poter riposare, ripensare l'esodo della parola. E spietra la luna dalla grata, un osso che consuma nutrimento, residuo traccia e liquida rossa resistenza, che di sangue si veste e parla, parla, parla ancora. Marsiglia, Montpellier, 2012. Et je vais vous lire le poème Bellezza, qui se trouve dans la dernière partie du recueil, la 5e, qui s'intitule Oltre l'assente, au-delà de l'absent. Bellezza. Il treno si infila nella notte e s'attempa il saluto alla luce. Alcuni incontri sono snodo, nodo e annodo nel cobalto di paure. Sei arrivato come un ciclone, dici, e tu come una terra cenere, un porto sepolto, una lingua materna, un episodio, senza giudizio né condanna. In questo tormento quieto cercare la nota segno, il denso della pioggia, un filo d'erba alfabeto. La bellezza è terribile, si tace e non si conta, si contempla.
Merci Laura et Flaviano. On va aborder à présent un troisième aspect de l'œuvre, un aspect thématique lié à la géographie. Alors, les poèmes de Flaviano Pisanelli décrivent un midi avec M majuscule, un midi qui va de l'océan Indien jusqu'à la Terre de Feu, de l'Afrique du Nord jusqu'au Languedoc. Et la particularité de ce midi, c'est qu'il est lié à une géographie existentielle, à une géographie autobiographique, qui a pour point commun, me semble-t-il, l'espace aquatique et en particulier l'espace d'intermédiation entre l'eau et la terre. Alors, d'une part, on devine dans les poèmes que l'espace maritime, l'espace liquide en général, est associé à l'infini, à l'inconnu, voire au péril. Je vous rappelle que la première section du recueil s'intitule Avant le naufrage, avec une référence à Ungaretti qui est présent dans plusieurs poèmes. Mais l'espace maritime est aussi un espace de rencontre, d'intermédiation entre le fluide et le solide, un espace de littoral. On nous propose une autogéographie dans le forum de discussion. Merci, monsieur l'organisateur. Une autogéographie, c'est exactement ça. Et dans cette autogéographie maritime, il y a deux mots qui sont assez courants. Alors, moi, je m'en suis rendu compte de manière assez immédiate quand j'ai traduit les textes. C'est les mots battigia et bagnasciuga. Battigia et bagnasciuga, qui sont ces espaces qui sont difficilement traduisibles en français parce qu'il m'a fallu un certain temps avant de trouver un équivalent. On n'a pas d'équivalent en français en un seul mot, on est obligé de prendre une périphrase. Donc, faute de mieux, j'ai choisi pour l'un des deux le bord de l'eau. Nous n'avons pas un seul mot capable de renfermer toute la richesse de Bagnasciuga et Battigia. Donc la question que je voudrais poser à Flaviano Pisanelli est la suivante. Que représente cet espace entre terre et mer? Est-ce qu'il y a véritablement un lien de conséquences entre le fait de vivre près de la mer, d'être les pieds dans l'eau, si je puis dire, pratiquement dans son existence, et pratiquer l'écriture? Quel lien y a-t-il entre cet espace aquatique vécu et l'écriture? Merci Yannick, parce que tu as abordé une notion centrale. Alors, oui, les personnes qui me connaissent savent bien que j'ai toujours habité au bord de mer et c'est une nécessité. Mais ça, c'est la biographie, ma biographie. Après, dans l'espace poétique, bien entendu, la mer et l'eau, je dirais l'eau sous différentes formes et déclinaisons, mais essentiellement la mer, a un rôle important mais contrairement à d'autres poètes, je vais en évoquer juste, je sais pas, je pense à Sandro Penna, où la mer, c'est un espace un peu absolu, où quelqu'un peut disparaître, c'est un espace mythique, c'est un espace, pour d'autres, la mer, c'est le naufrage. Alors, pour moi, la mer a sens, surtout si elle rencontre la terre. C'est-à-dire que la mer n'a pas de sens toute seule. Et donc, justement, tu parlais de la ligne de la Battigia, qui est un non-lieu, en fait, parce qu'il est un lieu d'oscillation. C'est un lieu qui est présent et absent en même temps. Et qui se transforme tout le temps. Et cette ligne de la Battigia, pour moi, c'est un espace où parole et mémoire se rencontrent
e ils accomplissent une sorte d'incantesimo. Voilà, compiono l'incantesimo. C'est un, si on veut, pour moi, cette ligne qui est la ligne la plus importante, c'est aussi un espace d'effacement. À la limite, la mer, le dispositif, l'espace de la mer et l'image, la fonction de la mer dans mon écriture est là aussi pour effacer. Effacer pour que l'écriture puisse reprendre, puisse reprendre, se recréer, se régénérer. C'est aussi un attraversamento, parce que pour moi, la mer, c'est mer, mais c'est aussi son, mouvement, mémoire, sensation olfactive. La mer se présente et se manifeste et s'exprime à travers ces différents éléments. È un luogo di sinestesie, pour moi, la mer, essentiellement, qui est une autre figure que j'utilise beaucoup, d'ailleurs. Et c'est comme aussi, paradoxalement, la mer, c'est aussi le simultané, pour moi. C'est-à-dire que ça réactive simultanément des pensées, ça réactive le sens, et ça le fait diverger, ça le fait dériver aussi, à la dérive, un peu, et il le rend ambigu. Et l'image de la mer, donc, elle est centrale parce qu'elle peut être tout ça en même temps, ou on peut assumer une fonction à la fois par rapport au texte spécifique qu'on a devant et le sens que je veux lui donner. Donc, voilà, je peux dire que, pour conclure, que la mer, l'immobilité, la mer, c'est vraiment pour moi un peu aussi un dispositif de métamorphose, mais une métamorphose dans l'uguaglianza. Parce que la mer è uguale e diversa, a citer quelqu'un, en même temps, diversa e fissa, come il mare. Et ça, c'est la section méditerranée et de Montale. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu cette sorte d'incantesimo qui la mer, et que voilà, à la fin, j'y réfléchis pas non plus, pas trop, parce que sinon la mer, finalement, ça va perdre cette sorte de magie qui a mon écriture poétique. Grazie Flaviano. Adesso facciamo un'altra lettura. Vi leggo la poesia intitolata Sintassi. Sintassi. Sospeso tra le virgole barca del testo o del mare, arrivavo. Nel partire leggevo che sempre si rimane un poco. E in quest'imperfezione del ricordo, parentesi gesto, ritrovavo un punto fisso immobile, l'incertezza della mano inchiostro, e solcavo il bianco delle righe onda, cancellavo segni sulla battigia pentagramma con i piedi, e poi partivo. Villeneuve-les-Maguelones, 2017. Et moi, je vais vous lire un poème qui s'intitule Davanti al mare et qui fait partie de la deuxième section, Incerte fini. Davanti al mare. Allineare conchiglie davanti al mare per ritrovare il filo.
avvito musiche lontane davanti al mare. Il ricordo alga torna come nota solitaria. Raccolgo quel detrito tra le pieghe delle mani. Un sole sale, una dimenticanza limpida a pugno stretto. La nostalgia cresce come un'alba, un'onda che si chiude a risacca, una preghiera. Ritorta onda, schianto, pianto, frastuono. Questa parola che si sfila davanti al mare. Ti muovi come l'onda nell'interval che più non torna. E la notte è smeraldo che taglia, annoda, strappa, riannoda, una mietitura che non sarà mai grano. Villeneuve-le-Maglone, 2012. Et pour terminer, nous repassons la parole à Laura Toppan qui va aborder un quatrième et dernier aspect de l'œuvre. Laura. Merci. Donc, je vais aborder ce que j'ai appelé la poétique du corps, et que j'ai retrouvé en fait dans ces recueils, mais aussi dans les recueils précédents, Erranza e dintorni. Et en effet, Derrière l'absent, revient surtout le corps, avec ses 27 occurrences. Je n'ai compté en fait 22 dans les recueils précédents. Et donc, Derrière l'absent, 27 occurrences, dont 18 en langue italienne et 9 en langue française. Dans Dietro l'assente, derrière l'absent, le corps se décline sous toutes ses formes. Il s'affiche comme espace d'accueil des sentiments, des saisons, des souvenirs et des douleurs, donnant lieu à une véritable poétique du corps. Dans la première section, Prima del naufragio, le poème incompiuto, inachevé, présente 8 occurrences du lemme corps, au point que nous pouvons presque les considérer un élément programmatique de cette poétique, car le corps se transforme en un territoire de lutte, mais aussi d'épanouissement. Ce corps est une frontière ouverte qui laisse au repos, devient aussi un terrain fertile, entraînant ainsi son fardeau comme le ressac, mais en allégeant parfois son poids sur le bois de mer. Ce corps est aussi un petit grain de sable où s'est incrustée la mémoire, douce, douloureuse, qui le métamorphose en même temps, en brise et en croix. Ce corps est aussi le dernier front de résistance, una trincea, un chemin étroit, dont la montée ardue est soulignée par un lexique de guerre pour survivre au fracas du monde. Donc, il y a une sorte de guerre intérieure en cours chez les poètes pour résister à la douleur qui se répand. Le corps aussi se reflète et se retrouve dans celui de l'autre par l'insistance de l'adjectif possessif mon, ton, à signifier la séparation et la fusion qui trouvent leur issue dans les vers. Dans ton corps, je vis mon enfance. Ce tu, l'autre est l'être aimé, dont la présence permet au poète de se confronter, de s'affronter, de se faire accueillir. Mais on pourrait aussi de surcroît y reconnaître dans ce tu la poésie qui accueille les réflexions sur l'essence de la vie. Et le corps est aussi une trace, comme dans les textes poétiques, un texte que j'aime beaucoup, Piccolo fiore, Fiorina, un poème que nous avons défini gentil, mais dans son acception en fait médiévale. J'ai un peu, excusez-moi, cette obsession donc de médiéval qui ouvre la 3e section dédiée à la grand-mère, mère au corps si petit qu'il semble encore enfant. La délicatesse de ses gestes affectueux et les sons doux de sa voix qui berce, enseigne et accompagne ont laissé des empreintes indélébiles sur le corps adulte du poète, qui ne reverra que dans la lumière du souvenir la présence de ces visages entourés par une chevelure blanche, presque une sorte de auréole.
Et pour terminer, donc ce corps est l'abri où trouver le réconfort des tribulations de la vie, d'un parcours qui est fait, celui de la poésie de Flaviano Pisanelli, un parcours fait d'errance, d'un corps disloqué et un mouvement perpétuel. Donc, je voudrais demander à Flaviano, et après justement tant d'épreuves, des sauts, des chutes, des rebonds, et donc le corps peut devenir aussi un corps refuge. Donc, dans ces corps, il y a plusieurs énergies c'est un corps qui attire une sorte d'énergie centrifuge ou parfois donc qui explose à l'extérieur, ou une sorte de point de fuite. Voilà, donc je voulais savoir si tu pouvais nous en fait faire une réflexion sur cette poétique du corps que j'ai définie comme ça. Sì, grazie Laura. Sì, effettivamente è vero, verissimo. Tu nella postfazione lo sottolinei, hai colto tante sfumature di questa tematica del corpo che effettivamente è molto presente da sempre in realtà. Poi me ne rendo conto adesso quando rileggo le mie raccolte più lontane, diciamo, no? Allora, per me il corpo è soprattutto il testimone nella mia scrittura poetica. Il corpo come testimone, come anche i luoghi, d'altronde, di interstizi significanti. È il testimone di fratture e di ricomposizioni. Il corpo è materia anche che resiste e che riesiste resistendo. Il luogo è anche la traccia degli incontri e degli scarti dell'esperienza. Lì c'è scritto tutto, in realtà il corpo è la scrittura. È anche la scrittura e diventa soprattutto la scrittura poetica per me. Ed è anche il corpo il luogo di un ambiguo etico, uso un mot valise, il luogo di un ambiguo trattino etico, perché è così. Effettivamente, se uno ci pensa bene, ecco, il nostro corpo non è solo materia, il nostro corpo esprime tutto, è una cartina tornasole dove tutto rimane come traccia, dove tutto rimane come impronta. Il corpo con il corpo comunichiamo, con il corpo sogniamo, con il corpo agiamo, con il corpo pecchiamo, con il corpo proviamo piacere, cioè il corpo è la prima forma di espressione, questo ce lo ricorda tra l'altro anche il mio caro Pasolini, che però è assolutamente assente nella mia, o quasi, dal punto di vista stilistico della mia scrittura, no? Il corpo è il luogo del sacro, tanto per riprendere il luogo privilegiato dove si dovrebbe esprimere la sacralità, cioè la differenza. Cioè è solo ciò che è differente ha senso. Altrimenti ciò che non è diverso, ciò che è uguale non ha senso, non mi interessa andare a approfondire il senso di ciò che è uguale a un'altra cosa, non mi interessa proprio. Il corpo è anche una frontiera, è un'altra immagine a me cara, che si lega anche al mare, a questa immagine del mare di cui abbiamo parlato prima, e il corpo è anche lo spazio irriducibile della trasformazione e della metamorfosi. Lo spazio è anche quello che ci accompagna ad invecchiare, che ci accompagna dall'inizio, da quando siamo infanti. Forse è l'unico elemento che non ci abbandona mai, perché non ha scelta, non può, no? In qualche modo. E quindi per me, ecco, questo è
Poi metaforicamente il corpo è anche rifugio, cioè diventa rifugio quando il corpo è per me, e lo dico non in senso religioso ancora una volta, ma lo dico in senso sacrale, un tempio per me. Cioè un tempio dove io mi raccolgo, dove faccio silenzio, dove vedo le presenze, le assenze, dove riesco a leggere anche tutte le tracce che la vita lascia su questo corpo. Ed è bello un corpo pieno di cicatrici, secondo me, perché vuol dire che si è confrontato, no? È una metafora, chiaramente, anche questa, non deve essere una cicatrice per forza fisica. Però, ecco, per me un po' il corpo è anche il luogo in cui l'alterità, si conosce anche l'alterità, ma anche l'altro da sé, non solo l'altro che sta fuori di me, ma anche l'altro che è dentro, gli altri che sono dentro di me, perché noi siamo un coro, ciascuno di noi è un coro, non è una monodia, sarebbe troppo semplice. Ecco, direi che mi fermerei qui per non tediare il pubblico troppo. Leggo un ultimo testo proprio in relation à questa poétique du corps. Donc, c'est un texte, c'est un poème qui appartient à la deuxième section Incerti fini. Titolo: Un mot partage, corpo, maceria. Cosa trattenere di questi corpi? L'orma d'una giovinezza taciuta, trattenuta a stento, il piacere bevuto troppo in fretta, senza nomi da pronunciare, un sogno da far crescere, un odore da abitare, un amore inviso, intatto, affastellato, martellante, assordante, muto. Eppure lì, a portata di mano, sfiorato appena, con un'ortica di campo sul cuore. Come macchia di catrame, sulle acque resti, un'utopia presente, un glicine assassino, una bocca che nutre e ingoia. Resto così, in piedi, con gli occhi fissi su un corpo maceria. Villeneuve-les-Maguelones, 2013. E io vi leggo l'ultimo testo che si intitola Senza rima e che si trova nella quarta sezione, e questa quarta sezione, che in realtà è una breve sezione ma molto densa, il dopo del dolore, l'après de la douleur. Senza rima. Ancora un corpo, ancora uno, bocca, sesso, lingua, un'immobilità che fa rumore. Ancora uno strappo su questo corpo cencio, ancora uno, per smemorare il tuo nome, quell'intervallo tra due arie. Vivere liquida la solitudine come massa d'acqua, orfana del suo ghiacciaio, in un mare ancora acerbo. Ancora un amplesso, ancora uno, su un letto a tempo, su un prato di fiori incolti. Ancora un affanno, ancora uno, senza meraviglia, afono di ripetizioni. Ancora una solitudine, ancora una, appoggiata sulle spalle, trattenuta fra le mani. E una rima che non torna. Ancora una. Iguazú, Buenos Aires, 2014. Merci vraiment pour ces échanges passionnés, très intenses, comme on a pu lire dans la chat. Je vous remercie vraiment pour vraiment la richesse de vos lectures et des échanges vraiment très, très intéressants, et ça ouvre beaucoup de réflexions, mais en même temps un aspect très particulier de vos échanges qui dans certains côtés m'a étonné, c'était vraiment
la capacité de poser des questions, en même temps de trouver une réponse à toutes les questions que votre parole pouvait ouvrir. Et en fait, ça me concerne directement parce que j'avais plusieurs points que je voulais évoquer avec vous pour des questions que j'avais en tête. Et en même temps, au fil du discours, petit à petit, vous avez toujours répondu aux implicites qui étaient posés. Donc, vraiment, merci pour votre clarté aussi. Donc, nous avons encore une petite demi-heure. Si quelqu'un parmi le public veut prendre la parole, poser des questions, parce que même si vous avez répondu à plusieurs questions implicites, il y a d'autres naturellement à aborder. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. C'est le moment de partager nos impressions et nos interrogations. Bon, moi, j'ai une question. En effet, Flaviano, tu as beaucoup évoqué le fait de cacher et dévoiler. La question est tout simple. Quand tu l'as mis aussi en relation avec le fait d'utiliser l'italien ou le français, donc d'avoir est-ce que alors la poésie, c'est quelque chose qui dévoile énormément de choses sur l'auteur. C'est difficile, je pense, souvent de se mettre sur papier. Et je me demande, est-ce que le français, c'est une prise de distance pour toi? C'est-à-dire, ça couvre quelque chose qui est dans ta langue maternelle, donc c'est quelque chose qui est vraiment intériorisé et difficile. C'est une couverture ou c'est l'inverse? Voilà. Et merci à tout le monde. Grazie Antonella pour cette question. Alors, c'est pas simple, hein. Tu as dit, je pose une question simple, mais elle n'est pas simple. Alors, je peux répondre comme ça, que je pense, en tous les cas, ça vaut pour moi, la langue maternelle, c'est celle qui rassure, mais c'est celle qui blesse le plus, en même temps. Ça, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Alors, le français, je trouve que parfois, il s'impose lorsqu'il faut recoudre. Il faut mettre les points de suture. Ce n'est pas une prise de distance. C'est peut-être la lutte éternelle entre la passion et l'idéologie, entre, entre le viscere e diciamo così la rielaborazione, il senso e il sentimento, ecco. Senso non il senso delle parole, i sensi, cinque sensi. Et io penso, je pense profondément cela. C'est pas une question de distance, mais parfois la langue française me permet aussi de voir les choses différemment. Parce que quand on parle une langue, on ne parle pas juste une autre langue, mais derrière une langue, on le sait très bien parce qu'on l'enseigne tous, plus ou moins, voilà, donc on a affaire avec la langue, les traductions, etc. Donc l'utilisation, l'emploi du français m'aide parfois à bon, déjà avoir une autre musicalité, parce que même si j'essaye, alors Yannick l'a vu parce que lui, il est un observateur certosino della scrittura poetica. Lui, il s'est rendu compte que j'ai voulu parfois recréer l'endécasyllabe en langue française. Et c'est vrai, j'essaie de le faire, j'ai essayé de le faire. Mais disons que, alors, la langue française me donne un autre point de vue, voilà, c'est ça le mot, me permet de développer un autre point de vue sur le sens et sur ce que je veux vraiment exprimer. En même temps, ce n'est pas une prise de distance, c'est
c'est comme, voilà, et elle me donne une autre musicalité surtout, parce que même si le français et l'italien sont deux langues qui ont la même mère, disons comme ça, mais c'est quand même due gemelli diversi, insomma, molto diversi, au niveau de la musicalité et au niveau vraiment non seulement de la musicalité, mais du rythme, de la prosodie. Tu peux jamais prononcer la dernière syllabe, alors que l'italien joue surtout sur la terminaison des mots et pas sur ce qui... Donc, il y a ça aussi. Il y a un aspect technique qui n'est pas technique finalement, mais qui est poétique et donc c'est esthétique aussi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de liberté, de liberté majeure. Après, je ne le cache pas, le français m'a aidé aussi, parfois m'a aidé, alors je ne sais pas si ça m'aide, hein, mais ça m'a permis, disons comme ça, voilà, ça m'a permis d'avoir une vue panoramique sur ce que je voulais dire et sur ce que je voulais créer et sur la formulation de la pensée, parce que derrière l'écriture poétique, il y a toujours une forme de pensée, ne serait-ce qu'une forme de penser le monde à travers l'écriture. Ça n'existe pas, l'écriture poétique d'évasion, ou ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, parce que c'est l'acte poétique est un acte politique, dans le sens large du terme. Donc, on ne peut pas écrire pour s'évader ou pour intrattenere. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Antonella. J'ai été un peu, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais... Non, tout à fait. Tu sais, quand tu as parlé aussi de l'histoire du chapelet, je te raconte une petite chose parce que là, tu as dit justement le rythme et tout le reste. Il y a très longtemps, j'avais assisté à un spectacle de danse moderne, c'était Caroline Carlson, donc, et les danseurs, à un moment donné, devaient tous marmonner des prières. On ne les entendait pas, et la prière est bougonnée vraiment, et tout d'un coup, j'ai dit, c'est de la sonne italienne. Après, j'ai été voir, oui, parce que l'Ave Maria était absolument inconfondible. C'était le rythme qui me l'a dit, parce que les mots, je ne les entendais pas, mais c'était le rythme. Et donc, du coup, tu as parfaitement raison hein, sur tout ça, sur tout ce que vient des deux langues, et même même si se lo recitavi in latino, Rosario. Mais après, tu me fais penser aussi à quelque chose, la prière, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, Laura aussi, quand elle parlait de figures de style, etc. Je pense que la prière, comme la prière est un chant, et si la poésie est du chant, par propriété transitive, la poésie est une prière, dans le sens, là aussi, encore une fois, dans le sens large, très large du terme, hein, parce que quand on pense à la prière, les psaumes, par exemple, c'est ça. C'était Agostino d'Hippona qui disait non, que chanter, ça veut dire prier deux fois. Donc, c'était un grand philosophe avant d'être un padre de la Chiesa. C'était surtout un grand philosophe pour moi. Merci pour cet échange. Et je donne la parole à Tommaso Meozzi qui avait une question pour toi, Flaviano. Merci. Posso fare la domanda in italiano o meglio in francese? C'est mieux si je pose la question en français? Prego in italiano, va benissimo. Siamo tutti, tanto penso, tutti comprendono l'italiano, Tommaso, quindi falla pure in italiano. Sì, ecco, grazie per questa lettura e per i commenti ricchi sulla parola poetica. Mi ha colpito il nome delle sezioni. Cioè il nome delle sezioni può essere qualcosa di esteriore, cioè che magari arriva dopo per cercare di dare un ordine al materiale, sia per se stessi sia per il lettore,
ma può essere anche qualcosa che ha un valore essenziale. In particolare mi colpiva il fatto che una sezione si chiamasse prima del naufragio e invece un'altra sezione, se ricordo bene, dopo il dolore. Quindi mi chiedevo se c'era un percorso, una linea di continuità tra i titoli delle sezioni. Grazie. Grazie Tommaso, è una domanda molto bella perché tra l'altro è una delle cose che mi ha impegnato maggiormente alla fine della raccolta, quando dovevo presentarla all'editore. No, io i nomi delle sezioni li ho messi alla fine, è stata l'ultima cosa che ho fatto. Perché? Perché credo che, come dicevo prima, in realtà quando un poeta scrive tante raccolte poetiche ne scrive una sola. E le varie raccolte poetiche non sono altro che tappe della stessa grande raccolta che è il corpus generale, il corpus totale dell'autore. Nonostante ci possano essere dei grandi cambiamenti, delle trasformazioni di stile, ma quello è normale, cioè cambiamo, il cambiamento fa parte del movimento, fa parte della nostra vita, non c'è più niente di più naturale che cambiare, no? Allora i titoli sono, sì, ricreano un percorso, sono tappe di un percorso. La prima sezione, che è molto corposa, è prima del naufragio, avant le naufrage. La seconda è in certe fini, in trattino certe fini, un certain fin. La terza è la prima croce, la terza sezione si intitola La prima croce, non abbiamo letto niente, magari ne leggo una poi a conclusione da questa sezione. La quarta non è dopo il dolore, è il dopo del dolore, con dei trattini. Il dopo trattino del trattino dolore, è un'unica parola, il dopo del dolore. E poi la quinta è oltre l'assente, au-delà de l'absent. E l'ultima poesia della ultima sezione si intitola Dietro l'assente, tra parentesi, perché prima quando abbiamo parlato della punteggiatura ci siamo scordati di dire parentesi, perché anche di quelle ne faccio uso molto, addirittura, direi abbastanza per la scrittura poetica, perché nella scrittura poetica non si usano molto in generale. Quindi sì, c'è un percorso e c'è senz'altro, e quando c'è un percorso c'è sempre un prima e c'è sempre un poi, e al poi c'è sempre quello che segue, però c'è tutto un percorso che parte da dietro l'assente e che porta oltre l'assente. Quindi il dietro l'assente, che poi c'è la lettera maiuscola, è l'assente, non è minuscola nel titolo della raccolta, quindi è dietro L apostrofo assente maiuscolo con la A di assente maiuscola. È un percorso, sì, che è anche une prise de conscience progressive de comment le présent peut s'exprimer à travers l'absent. C'est-à-dire que c'est l'absent qui fait parler le présent. Et les différentes étapes mènent à ça, mais ce n'est pas une destination non plus, parce que ça sera sûrement un point de départ ultérieur, hein, c'est-à-dire que oltre l'assente ci sarà qualcos'altro. Parce que c'est un peu, ça c'est è molto leopardiano, se vogliamo, no? Come idea, no? Dello scrutare ciò che in realtà non è visibile, dell'attenzione che possiamo portare a ciò che non è visibile. Ma l'assente è la traccia del presente. Ecco, Grazie. quindi questo è un percorso in questo senso, almeno come la vedo io, poi forse è anche relativamente importante, perché poi ognuno
ci troverà anche un po' il suo di percorso dentro. E c'è anche un altro elemento importante che per me è fondamentale perché è il motore del mondo, che è il dolore. Tanti poeti si sono confrontati con questa nozione, no? Chi l'ha legata al tempo, chi la lega alla diacronia, chi la lega alla malattia, chi la lega alla perdita, chi l'ha legata... per me, come dice una grande poetessa italofona che io stimo molto, che è Vera Lúcia de Oliveira, lei dice che il dolore è il motore del mondo. Io lo sento molto mio come dimensione, che è molto merignano anche, che è un'altra autrice su cui ho lavorato tanto e che mi ha molto, diciamo, impegnato negli ultimi anni. Dal punto di vista scientifico c'è tutta questa metabolizzazione di un dolore che va verso la perfettibilità del dolore, cioè nel senso latino del termine, di un dolore perfectum, sciolto da perché concluso in sé. E secondo me in questo percorso c'è anche questa dimensione legata molto a questo tentativo, mero tentativo di metabolizzazione di un dolore che vorrei perfettibile, ma che rimane imperfettibile. Grazie. Ti ringraziamo moltissimo, Flaviano, per queste tue risposte così ricche, e chiedo se ci sono domande ancora. Se non ci sono altre domande, prendo spunto da quello che hai detto adesso come ultima cosa, questo finale doloroso, ma in realtà per parlare di tutt'altro. Hai parlato del dolore, hai parlato a un certo punto del senso dell'olfatto, hai parlato dell'acqua, e sono dei temi di ricerca che negli ultimi anni hai esplorato moltissimo, quindi questo mostra veramente bene quello che è un po' lo scopo di questo seminario, che è stato molto il discorso da cui è partito questo seminario, cioè il discorso del rapporto fra poesia e critica, e credo che insomma è uscito molto fuori questo rapporto creativo e creatore importante. E volevo chiederti, anche se fa parte dei vari aspetti che mi erano venuti in mente, di cui hai già accennato, però vorrei chiederti di sviluppare un po' l'importanza di un altro tuo filone di studi che poi può in qualche maniera contaminare, come hai detto tu stesso, la scrittura poetica, cioè lo studio dell'italofonia. Cioè, tu stesso sei un poeta italofono, ma che non vive in Italia, e allo stesso tempo hai incorporato in maniera particolare, non scrivendo interamente in francese, ma comunque facendo interagire il francese con la tua scrittura poetica, nel modo di cui abbiamo parlato tutto il pomeriggio. Quindi, insomma, volevo chiederti se puoi sviluppare un po' questo aspetto, cioè in che maniera lo studio della letteratura, dell'italofonia o della migrazione, comunque la si voglia chiamare, ha contribuito a una coscienza e a indicare una coscienza in quanto poeta, e a indicare le strade da percorrere, insomma, a spingerti nel tuo sperimentalismo. Questo aspetto, e anche se l'idea che probabilmente, insomma, non so se chiedo una cosa di cui si è già parlato, mi sembra che non è stato proprio scavata questa cosa, ma scusatemi se invece ripeto il già detto, se l'idea, Yannick ha parlato di penisola all'interno di due mari, ma se l'idea stessa di bagnasciuga, in cui appunto il confine fra la terra e l'acqua è labile, una volta uno deborda da una parte, una volta deborda dall'altro, soprattutto nei mari del nord, non nei mari del sud del tuo proprio in Bretagna, questo confine è continuamente mobile. E mi chiedevo se è una metafora anche questo della tua scrittura, che è sempre fra due rive, fra una frontiera continuamente mobile fra due campi.
Allora, sì, cerco di rispondere a tutto brevemente perché è molto, molto articolata la tua domanda, Andrea, ti ringrazio per questo. No, è tutto giusto, cioè io mi ritrovo perfettamente in quello che dici. Allora, diciamo, per quanto riguarda, comincio dal primo aspetto, diciamo, la teoria dei vasi comunicanti tra il percorso creativo e il percorso scientifico mio personale, sì. Allora, diciamo che eh, il fatto di studiare i poeti italofoni senz'altro veniva dal fatto di praticare la scrittura poetica, perché non è che si scoprono gli autori a caso, secondo me. Cioè noi ci occupiamo sempre, almeno questo è il mio punto di vista, poi non so se Laura e Yannick sono d'accordo con me o anche Antonella o gli altri che insegnano. Cioè io quando mi interesso di un autore in realtà è perché vado sempre cercando un po' di risposte anche a me, no? Mie, risposte che mi riguardano anche personalmente. Allora, diciamo che la scelta questo, l'inizio della ricerca sui poeti italofoni fu proprio casuale, doppiamente casuale. La prima perché la prima antologia di poeti italofoni ero a Roma, era nel 2006, erano le feste di Natale, entro in una biblioteca, in una libreria e vedo un'antologia che si chiamava Antologia di poeti italiani della migrazione. Allora, pensando alla mia di condizione, l'ho comprata. Io non avevo mai sentito parlare di queste cose, anche perché se ne parlava veramente, era all'epoca che di poesia, mentre insomma, gli autori in prosa italofoni, diciamo così, o della letteratura della migrazione già alla fine degli anni '80, ma i poeti piuttosto negli anni 2000, no? Allora, e poi è stato l'incontro con Laura che anche lei, io non lo sapevo poi tra l'altro, che lavorava anche su queste tematiche e quindi abbiamo cominciato un po' insieme questa avventura che effettivamente appartiene anche alla mia di scrittura. Forse anche per quello, cioè studiare gli autori italofoni mi hanno permesso anche di prendere coscienza di alcuni aspetti della mia scrittura. Questo senz'altro. Però la mia scrittura preesisteva allo studio dei poeti italofoni, quindi in realtà sì, poi dopo c'è per esempio il plurilinguismo, studiando il plurilinguismo, per esempio, utilizzato da una Barbara Serdakovsky, mi è servito anche per capire il mio di plurilinguismo, che non è lo stesso, anche se il meccanismo è simile, ma io per esempio raramente mi autotraduco nello stesso testo in due lingue diverse, raramente uso il plurilinguismo per autotradurmi o per la recitazione di un verso scritto in un'altra lingua, quindi il dispositivo è lo stesso, ma la funzione del dispositivo è diversa, no? Però sì, senz'altro mi ha fatto riflettere sul concetto di frontiera, di identità, mi ha reso consapevole il mio atavico desiderio di Mediterraneo che ho sempre avuto, ma da bambino. Io ho imparato, ho fatto i miei primi passi sul mare, sulla battigia, questo me lo racconta mia madre, che io non camminavo, ero disteso su una serviette de plage e a un certo punto lei si è addormentata, si è svegliata e non c'ero più e stavo in piedi davanti al bagnasciuga. E quindi probabilmente, questo me l'ha raccontato quando io avevo 20 anni la prima volta, non c'era mai stato veramente. Quindi c'è questo desiderio, però i desideri, anche le pulsioni che hanno sempre poi dietro una. Io credo che la scrittura poetica aiuti anche ad esplicitare certe cose, o anche a lavorarle semplicemente, a prendere coscienza. Come ha scritto il titolo dell'introduzione di Yannick, per esempio, io l'ho trovato molto interessante perché
quando lui parla di jaillit la parole, l'absent entrevu jaillit la parole, nella scrittura poetica fait jaillir, met en parole un sens, une mémoire, una inconsapevole memoria che fa parte non solo del tuo inconscio, ma anche del tuo corpo, credo io. Quindi sicuramente sì, c'è questa, e poi io mi sono sempre servito, diciamo, la mia attività creativa, poetica, della pratica della scrittura poetica e il mio lavoro critico hanno sempre avuto una passerella preferenziale, nel senso che si riversano, versano l'una nell'altra, ecco, in questo senso, sì, senz'altro. E poi mi avevi chiesto qualche altra cosa, perché non me le sono segnate, ma c'era forse un'altra Bagnasciuga come immagine anche della scrittura in 2 lingue. Sì, certo, assolutamente. No, per me poi il bagnasciuga non è, allora, è uno spazio, non è un luogo, per me è uno spazio assolutamente simbolico dove si sovrappongono senso, suono, vista. Io parlo di Battigia Pentagramma, l'ha letta Yannick, credo, quella poesia. Non è un caso che ci sia questo mot valise. In questo continuo effacé e tracé, per me questo è la Battigia. È questo ricreare la forza di ricreare incessantemente e di risolcare parole sapendo che queste parole saranno cancellate. La rature sur un mot, lo sforzo di questa parola di continuare a essere, nonostante l'effacement. D'altronde molti scrittori, molti poeti, anche trasumanari organizzati di Pasolini, per esempio, ci sono molti componimenti, ce n'è uno, Carta sporca, dove lui immagina di rinvenire un documento nel quale non si leggono alcune parole, perché sono state cancellate, e lui le riscrive. Cioè la scrittura poetica, vedi, ha questa, probabilmente c'è anche questa, no? E nella Battigia forse io la materializzo anche, no? Questa forza rivoluzionaria, ma nel senso anche lì etimologico, di fare il giro, cioè di resistere e di continuare ciclicamente a dire nonostante l'effacement, che si lega anche all'inutilità della poesia, perché cioè, oggi poi è estremamente inutile. Cioè, voglio dire, qual è l'utilità della poesia? Se noi prendiamo il concetto di utile della nostra società contemporanea, la poesia forse non sta neanche all'ultimo posto, cioè sta dopo l'ultimo, sta oltre l'ultimo, ecco, forse il titolo per la prossima raccolta. Cioè, sta oltre l'ultimo, cioè nel senso, ma proprio per questo è rivoluzionaria, perché non lo sarebbe se fosse integrata. La poesia, la scrittura poetica non si può integrare. Per sua natura non si può integrare. Questo lo diceva già Leonardo da Vinci nel suo trattato della pittura, nel Cinquecento, e ci aveva visto bene. Quindi io credo che ecco, questa immagine del banner sia molto fisica. È un luogo simbolico, certo, ma è anche qualcosa di molto fisico. È anche un luogo dove veramente, se voi guardate e contemplate, a me è capitato un sacco di volte, io passo ore a guardare i bagnasciuga, mi affascina vedere quando ci sono le persone che camminano, arriva l'onda e cancella tutto, poi arriva un'altra persona e rifà altre orme, ma quelle orme sono diverse dalle orme precedenti, perché magari una volta passa un bambino, una volta passa un cane, una volta passa un gabbiano, una volta passa, che ne so, no? E però lì c'è questa continua riscrittura,
questa résurgence du signe, no? E che a me affascina molto. Bene, direi che con questa immagine del bagnasciuga più allegra e anche un po' malinconica, ma comunque più allegra di quella del dolore, ok, hai chiuso l'intervento precedente. Ma il dolore è una cosa bella. Cioè, bisogna vedere che uso se ne fa. No? Come in tutto, come la televisione, come il telefonino, come in tutto, no? Bisogna vedere che uso uno ne fa. No, il dolore hai sentito Vera Lucia de Oliveira che dice è il motore del mondo. Quindi non può essere non una cosa... volevo chiudere su una cosa utilitaristica, perché poco fa hai detto la bellezza dell'inutilità della poesia, adesso invece ci vuoi vendere l'utilità del dolore. Non la metterei su un piano utilitaristico, perché sennò non è utile, è affascinante. Questo. No, scherzavo, era una battuta. Certo. Insomma, detto questo, a meno che non ci sia un intervento molto breve, questione di un minuto, direi che possiamo concludere, perché siamo quasi alle 7 di sera. Volevo forse leggervi per concludere l'ultimo testo della raccolta di cui vi parlavo, dietro l'assente tra parentesi. E se Prego. permettete, io poi leggo il testo in francese, perché vorrei far sentire la traduzione di Yannick. Ha tradotto tutta la raccolta, non abbiamo ancora letto un testo nella sua traduzione. Col mio accento, ma... Allora concludiamo così, leggiamo questo testo in versione originale, che è in italiano, la versione originale, e poi interamente in italiano, e poi la versione interamente in francese, che è la traduzione che ha fatto Yannick. Dietro l'assente. E giunge lento tra i fogliami, a tratti lama o filo che ricuce le maglie del vento, l'odore alfabeto, a gocce distilla un sapere non mio, lontano riverbera simboli e segni di attese disgiunte e assenze in transito, nel cuore conchiglia. E chiedersi il perché, di un perché fallace, il quando del passaggio, il come della memoria, il sempre della pietra, il mai della luna. E l'odore alfabeto resta, torce, contorce e all'acqua torna. Dietro l'assente o dietro i silenzi del mare, la vita fa rumore. Goa 2020. Derrière l'absent. Et elle arrive lentement, entre le feuillage, par moments lame ou fil qui recoue les mailles du vent. L'odeur alphabet. Par gouttes distille un savoir qui n'est pas le mien. De loin, elle éclaire des symboles et des signes, d'attente séparée et d'absence in transitu dans les cœurs coquillages. Et se demander la raison d'un pourquoi fallacieux, les quand du passage, les comment de la mémoire, le toujours de la pierre, le jamais de la lune. Et l'odeur alphabet reste, tord et rétord, et alors revient. Derrière l'absent ou derrière les silences de la mer, les bruits de la vie. Goa,
en 2020. Et je voulais aussi souligner, en fait tout à l'heure, parce qu'on a lu juste le poème en italien, par exemple dans le poème Osso Luna que j'ai lu, il y a en fait un verbe que dans ce vers, espietra la luna dalla grata. Donc, c'était intéressant. Tout de suite, je suis allée voir comment Yannick Gouchon a trouvé, en fait, a traduit par spietra, et il a utilisé, je trouve ça très intéressant, il a trouvé, en fait, un mot partage. Il a mis « et la lune pierre par la grille ». Donc, c'était, bon, là, je pense que c'est un autre séminaire, effectivement, comment Yannick Gouchon a traduit, mais je voulais aussi donner quelques, così, je veux dire, quelques spies, parce que c'est vraiment très intéressant. Souvent, je suis allée, quand j'ai relu les recueils hier, Yannick, je suis allée voir, en fait, tout ce que tu as trouvé pour contourner ou pour justement trouver donc, les justes mots en français. Voilà, merci. Les traducteurs est toujours l'absent qui n'est jamais nommé, mais qui rend tout ça possible. Donc, on remercie l'absent présent et du traducteur. Donc, je vous remercie énormément pour vos échanges, pour tout ce que vous avez fait découvrir. Et on est vraiment dans l'attente qu'il va bientôt, je pense, va bientôt arriver à sa fin, de recevoir, de lire entre nos mains, livrer en librairie les copies en papier du recueil de Flaviano. Et donc, je souhaite à tous, à toutes une très, très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à notre prochaine séance qui sera au mois de janvier, où on va dialoguer avec, de manière plus classique, l'entretien entre les poètes et le public avec Paolo Maccari, le 19 janvier à 17h, toujours ici sur Zoom. Et donc, en vous souhaitant une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir participé à ces séminaires. Ben merci à vous, hein, vraiment de tout cœur d'avoir organisé cette rencontre et à toutes les personnes qui ont assisté à cet après-midi, à cette rencontre autour du recueil. Vraiment, merci de tout cœur.